Ah, Bonjour Éric. c'est le bon étage. C'est ça. J'avais peur. Merci d'être venu. J'y réponds. Éric Nolot, c'est d'abord un lecteur, critique littéraire, romancier et essayiste. Il publie le très remarqué pamphlet La faute à Rousseau. Au fil des pages, il déconstruit la déconstructrice Sandrine Rousseau et fustige le modèle de société que la députée écoféministe impose. Pour Éric Nolot, le rousseauisme est un sectarisme au relent totalitaire qui dessert la lutte contre le réchauffement climatique en divisant au lieu de rassembler. La reine est nue. Bienvenue dans Déclic, le magazine de l'écologie. Qu'est-ce que ça a été, toi, ton déclic? Non, je ne parlerai pas de déclic au sens de déclic militant ou de prise de conscience. En fait, si je peux parler d'un déclic, c'est moins un souvenir que quelque chose qu'on m'a raconté quand j'étais tout gamin. Je devais avoir 3 ans ou 4 ans, je passais des vacances dans les Vosges, d'où est originaire une partie de ma famille, et on m'a raconté que j'avais l'habitude d'étreindre les arbres en disant le mot bois, alors que je savais à peine parler. Et on m'a dit que c'était très étrange, qu'ils n'avaient jamais vu un gamin faire ça. J'étais amoureux des arbres. Donc c'est plus quelque chose de sentimental, d'instinctif. C'est vrai que le déclic, il y a cette histoire d'arbres dans les Vosges, etc. Mais il s'est passé un truc pendant ma dernière année à Bayonne. Je ne sais pas pour quelle raison, on nous a tous distribué le même livre. Ce n'est pas un prix, mais je ne sais pas pourquoi on nous a distribué ce livre. C'était Ravages de Barjavel. Et Ravages de Barjavel, ça raconte en fait la fin de la civilisation. C'est-à-dire qu'un jour, le système électrique s'effondre et toute l'humanité revient un peu au temps préhistorique. Il faut réapprendre à vivre, dans les cavernes, à faire du feu avec des silex, etc. C'est très impressionnant, bien sûr, puisque c'est une catastrophe planétaire. Et ça m'a quand même impressionné parce que j'ai l'impression que l'humanité ne prendra conscience de la catastrophe écologique et qu'elle ne prendra les mesures pour y remédier que quand la catastrophe sera arrivée. Que quand on sera au pied du mur. Après le mur. Quand on aura pris le mur. Pas au pied du mur, parce que là, au pied du mur, c'est encore temps. Mais je pense que quand on aura pris le mur, on dira ça ne peut plus marcher comme ça, comme ça se passe dans Ravages. C'est un livre d'ailleurs qui revient à la mode. Les gens relisent ce livre qui était un peu tombé dans l'oubli parce qu'il est en coïncidence avec notre époque. Et ça a beaucoup façonné ma conscience écologique dans le sens où je me dis on ne peut pas convaincre les gens avant que la catastrophe soit advenue. C'est avec les arbres vosgiens peut-être le deuxième déclic de mon écologie. Et puis ensuite, c'est resté une sorte d'écologie sentimentale. Moi, je suis amoureux des bois, des forêts et des animaux. De la nature en général? Oui, de la nature en général. J'ai grandi sur la côte basque, donc près de l'océan. Ça me manque, alors que je suis parisien depuis 40 ans, même plus que ça. Et justement, c'est pas compliqué aujourd'hui d'être à Paris, justement, est-ce que tu manques pas de nature et de campagne? Si, mais j'aime bien retourner au Pays Basque parce que c'est vrai que c'est complètement autre chose. La proximité de l'océan, la Seine, c'est quelque chose, mais l'océan, il y a une idée de l'infini, de la vastitude, et ça change complètement la manière dont on vit. C'est pas le même air, évidemment. Il y a de l'air tout le temps. Complètement. La météo change. Et il y a quelque chose de très différent. Et chaque fois que je suis là-bas, je me sens chez moi, simplement parce que ça a été mes années d'enfance. Et c'est très très lié à la nature basque. Moi, j'ai envie de te poser de 4-5 questions, de faire un petit tour d'horizon pour un petit peu mieux te connaître. Est-ce que tu avais un rêve en étant enfant? J'avais un rêve qui était commun à beaucoup d'enfants et d'adolescents. Je voulais être footballeur professionnel, en fait. D'accord. Oui, en fait, voulais être footballeur professionnel. Un gamin sur deux veut être footballeur professionnel. C'était mon cas aussi. Oui, malheureusement, on est beaucoup d'appelés et très très peu d'élus. Il y a énormément de gamins qui jouent au foot et il y a très très peu qui font carrière. Et puis moi, il y a eu un événement particulier, c'est que pendant le début de mon adolescence a surgi Rocheteau. Et Rocheteau, c'était la synthèse du footballeur qu'on voulait être et de la rockstar. Il avait une allure de rockstar. Donc on voulait être Rocheteau, on voulait tous être Rocheteau. On voulait être la synthèse du footballeur et de la rockstar. Et maintenant il est un peu oublié pour la jeune génération, mais à l'époque c'était quelque chose d'incroyable. Il allait au restaurant, les filles se jetaient sur lui au restaurant, sur un footballeur, on n'avait jamais vu ça. Il était super bon et je pense que... Très bon, très beau, et un peu, il y avait une légende autour de lui, quoi. Est-ce que tu te souviens de ton premier geste écolo? Moi, la première chose qui m'a heurté, qui continue de me heurter, c'est quelque chose de très très simple. C'est la manière dont les gens se débarrassent de leurs détritus en ville. C'est-à-dire que, alors que Paris comporte des milliers et des milliers de poubelles, il y a énormément de gens pour qui... Le tri, par exemple? Le fait de ne pas trier? Non, de balancer les trucs par terre. Jeter les trucs par terre, alors que ça soit en vrac ou même des sacs poubelles, on a l'impression... C'est quelque chose qui te choque? Moi, ça me choque beaucoup. J'ai
Parfois, il faut le faire avec précaution parce que ça peut paraître bizarre. Moi, je ramasse parfois derrière les gens, ça m'énerve. Là, on est à 2 pas de l'hôtel de ville. Et il est de bon ton de critiquer Anne Hidalgo pour sa gestion de la ville, mais ce n'est pas Anne Hidalgo qui se réveille chaque nuit pour aller balancer les millions de détritus. On est bien d'accord. Donc avant de s'en prendre aux autorités supérieures, il faut que chacun fasse son examen de conscience. Les millions de mégots de cigarettes, ce n'est pas Mme Hidalgo qui les balance. Les gens, ils fument et ils balancent le mégot. Et quand je parle de mégot, il y a des choses beaucoup plus... beaucoup plus graves. Je discute souvent avec les balayeurs. Je leur demande, est-ce que vous trouvez des trucs bizarres dans la rue? Ils trouvent tout. Les gens pensent que en fait, la rue d'une grande ville, c'est un dépotoir. C'est un dépotoir. Donc ça, c'est la première chose qui m'a... Oui, c'est des petites choses. Je ne suis pas un militant écologiste. Est-ce qu'à contrario, donc j'ai compris que non, mais est-ce que tu as des péchés en écologie? Est-ce que tu fais des choses qui d'après toi, ne se font pas? Non, il y a une contradiction écologique, en tout cas, entre mes préoccupations, comme tout le monde, que la planète soit un peu plus propre, un peu plus saine, et puis mon amour des animaux, parce qu'il paraît que les chats, par exemple, j'en ai 2, la litière des chats, par exemple, d'un point de vue écolo, il paraît que c'est très très moyen comme bilan. Alors je pense aussi que, comme pour Saint-Étienne, on y reviendra un petit peu. Très bien. On y reviendra un petit peu plus Donc voilà, tard. non, et chacun, malheureusement, à son échelle, plus ou moins, avec une intensité plus ou moins grande, est confronté à ses propres contradictions. Voilà. Le tout, c'est d'essayer de s'améliorer. On ne sera jamais des écolos 100%, des gens qui se préoccupent, qui ont une conscience vraiment à 100% de ce qu'il faut faire pour la planète. Le tout, c'est de s'améliorer. Est-ce que tu as quelque chose dont tu es très fier? Mes enfants, ils sont très réussis, mes 2 fils. J'en profite pour passer un appel. Ils sont tous les 2 célibataires. Je ne sais pas s'il y a des gens que ça intéresse, des mères qui sont un peu en galère. Écoutez, vraiment, grande beauté. Ils ont quel âge? Ils ont 30 et 25 ans, 31 et 26. Okay. Donc c'est en âge de se marier. Voilà, je pense qu'en écrivant à l'émission, vous obtiendrez mes coordonnées et on pourra arranger des rendez-vous. Est-ce qu'ils peuvent être en désaccord parfois avec toi? Il y a un phénomène de génération. Mon père est un fan de jazz, moi je suis un fan de rock et mes enfants sont des fans de rap. Voilà, donc c'est simplement chaque génération a ses passions et c'est pas vraiment en contradiction. Après, non, ils aiment bien avoir un père un peu castagneur, ça passe très bien. Après, oui, il y a peut-être des occasions où c'est dur de s'appeler Nolo, puisque voilà, il y a un clash, un scandale, un truc, et voilà. Et comment toi, aujourd'hui, tu te définis? Je réponds, je suis un lecteur, d'abord parce que c'est sans doute l'activité que j'ai le plus pratiquée dans ma vie. Ensuite, parce que tous les métiers que j'ai faits étaient à base de lecture. J'ai été éditeur, j'ai été traducteur, je suis écrivain, chroniqueur littéraire à la télévision, et c'était quand même basé sur la lecture. Même On n'est pas couché, qui n'était pas une émission littéraire, on avait au moins 2 livres par semaine. Et tu fais une lecture quelque part de la société aujourd'hui? Oui, aussi. La société, on l'appréhende à travers des livres d'actualité ou pas. Et puis, à la fin d'une journée, je me dis, qu'est-ce qui m'a rendu heureux aujourd'hui? Franchement, ce qui me rend le plus heureux, c'est d'être dans un fauteuil de lecture avec un livre à la main, une tasse de café dans l'autre et un chat sur les genoux. C'est ce qui me rend le plus heureux. Donc c'est à la fois ce que je fais le plus et ce qui me comble le plus. Donc lecteur, oui, ça plaît le plus. Ça m'irait. D'ailleurs, j'ai mis ce mot-là. Il faut se définir sur Twitter. Mais j'ai mis lecteur, tout simplement. On va parler des sujets sensibles. À l'intérieur de cette boîte, j'ai plusieurs objets. C'est le thème de l'émission. Et donc le premier, c'est très clairement la sortie de ce livre, de ton livre. Voilà un objet qui m'est cher. Et on l'a trouvé particulièrement dur. Très incisif, notamment contre Sandrine Rousseau. C'est dur, enfin moi, c'est pas à moi de le dire, mais enfin ça peut paraître dur parce que d'abord c'est un pamphlet, donc c'est un genre littéraire un peu particulier qui est en effet très incisif, un peu agressif. Ensuite, si c'est dur, c'est sans doute parce que selon moi, Sandrine Rousseau, c'est une écologiste qui trahit la cause écologique. Elle la dessert? Elle la dessert, elle est contre-productive. Il y avait un humoriste qui a dit « Chaque fois que j'entends Sandrine Rousseau, j'ai envie de sniffer du fioul ». C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elle provoque des mouvements contraires. On a envie d'être anti-écolo, on a envie de jeter des choses par terre quand on entend Sandrine Rousseau. C'est trop politique. C'est trop politique, et ensuite, c'est pas que ça, c'est que sous des allures un peu loufoques, Sandrine Rousseau, en fait, c'est une carriériste impitoyable qui utilise tous les moyens possibles pour éliminer ses opposants politiques de son propre parti, d'ailleurs. Elle est opportuniste? Très. Elle utilise le mensonge, la manipulation, enfin tous les trucs un peu troubles. Mais quelque part, Éric, est-ce que c'est pas ça la politique? En tout cas, est-ce que c'est pas ça la nouvelle politique qui leur permet d'exister, de bâtir une stratégie, de se faire entendre? On a l'impression qu'on n'arrive plus à les entendre, qu'ils sont obligés quelque part d'hurler. Est-ce qu'elle n'est pas quelque part dans la stratégie du vrai en 2023?
Si la stratégie du vrai, ça consiste à mentir, par exemple, dit son concurrent écolo, Éric Piolle, m'a bousculé violemment un jour. On passe les images, il passe à 3 mètres d'elle, il la salue très aimablement. Ça n'a rien à voir avec être convaincu ou porter haut et fort ses convictions. C'est de la manipulation, tout simplement. Quand elle torpille la campagne électorale de Yannick Jadot, on n'est pas dans la conviction, on est dans la manipulation. Et tout est comme ça. Quand elle accuse faussement Julien Bayou d'être un prédateur sexuel qui a ruiné, qui a poussé des femmes au bord du suicide, tout ça est faux. Donc, déjà, je trouve ça haïssable. Bon, ensuite, évidemment, Sandrine Rousseau, c'est juste le symptôme. Comment se fait-il que quelqu'un d'aussi faible, à tout point de vue, intellectuellement, qui parfois commet des fautes de français pour la vice-présidente d'une université, c'est quand même incroyable. Comment ça se fait qu'elle soit devenue une héroïne médiatique ? Ce qui t'interroge quelque part, c'est pourquoi elle existe autant ? Pourquoi le niveau des politiques a baissé au point que Sandrine Rousseau soit la record woman des invitations médiatiques ? Ça pose un problème. Et ensuite, le troisième point, et c'est peut-être celui qui m'importe le plus, c'est le modèle de société qu'elle veut imposer. Une société du contrôle moral, une société de la pruderie, une société où les hommes sont coupables en tant que tels, quoi qu'on fasse. Par exemple, que la sexualité masculine en tant que telle est coupable, criminelle. Je trouve ça très grave. Voilà. Est-ce que tu penses, Éric, qu'elle croit tout ce qu'elle dit ? Alors après, je ne sais pas ce qui est le pire. Qu'elle y croit ou qu'elle n'y croit pas. Je ne sais pas. Moi, je préférais qu'elle n'y croit pas. Parce que si vraiment cette mentalité un peu ayatolesque, elle en est vraiment sincèrement porteuse, c'est très inquiétant. Mais ça peut aller loin. Normalement, elle est pour l'émancipation féminine. Quand l'émancipation féminine, c'est la révolte des femmes iraniennes, on ne l'entend quasiment pas sur ce thème. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas s'attaquer à l'Iran. Pourquoi ? Parce que c'est un pays musulman. Elle confond les musulmans et les islamistes. Ce n'est pas la même chose. Mais elle se dit non, ce n'est pas le bon combat. Donc, en fait, elle choisit ses combats. C'est juste de l'opportunisme, c'est juste une manière de se placer. Et je trouve qu'à tout point de vue, elle trahit les causes qu'elle prétend servir, que ce soit l'écologie ou le féminisme. Pour toi, elle fait reculer l'écologie ? Bien sûr. Bien sûr, parce que... Tu n'as pas le sentiment qu'elle bouscule un petit peu les lignes, qu'elle essaye, à sa façon, de faire avancer les choses ? C'est l'inverse. C'est-à-dire que la manière dont elle s'exprime de manière outrancière, les bêtises qu'elle raconte à intervalles réguliers, les méthodes inadmissibles qu'elle emploie, en fait, limitent la portée de son message au cercle des convaincus. L'écologie, si elle veut triompher, elle doit s'adresser à tous. Si ça s'adresse qu'à un noyau de militants qui, de toute façon, sont d'accord par principe, jamais ils ne mordront sur un autre électorat. Donc, en fait, il y a un phénomène de secte qui se forme, mais dès qu'on sort de la secte, les gens disent « mais elle est complètement loufoque, qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est un tissu de conneries, et puis pourquoi elle ment sur Bayou, pourquoi elle ment sur Piolle, pourquoi elle torpille Jadot ?» Elle est contre-productive. L'écologie, c'est quoi pour toi, Éric ? L'écologie, c'est la sincérité d'une cause, pas un moyen d'arriver à ses fins politiques, de faire carrière. Or, je constate que chez les écolos, c'est soit le support d'une carrière, d'un carriérisme, soit le support d'une idéologie que je trouve totalement haïssable, une écologie punitive, une écologie punitive surtout envers les hommes, une manière de toujours accuser les uns les autres, de dire qu'il y a le bien d'un côté avec un B majuscule, le mal de l'autre. Ben, c'est pas ça. La vie, c'est plus compliqué que ça. Il y a 50 nuances de gris pour reprendre le titre d'un livre qu'a peut-être lu Sandrine Rousseau, qui sait. Est-ce que tu penses que l'écologie est le terrain de la gauche ? Philosophiquement, l'écologie, ça devrait plutôt être de droite. Pourquoi ? Parce que c'est de la conservation, en réalité. La gauche, c'est le mouvement, et ensuite, dans les grandes idées de gauche, par exemple, une des grandes figures de gauche, c'est l'ouvrier. L'ouvrier, l'usine, la production, la productivité, l'activité économique. Là, ce qu'on voit, c'est plutôt, à gauche, justement, c'est passer du côté de la décroissance, il faut moins consommer, etc. Voilà. Par exemple, le communisme... Ce qui est aux opposés des valeurs, effectivement, de la gauche avec un modèle industriel. Exactement. Donc, le communisme, par exemple, en Union soviétique, c'est un communisme industriel. Il fallait réindustrialiser ou même industrialiser le pays. Donc, fondamentalement, c'est plutôt de droite. Maintenant, en effet, non seulement c'est passé à gauche, mais à l'extrême gauche. Or, en passant à l'extrême gauche, il y a eu un problème, c'est que ça a fusionné avec l'islamo-gauchisme. Et en fait, maintenant, il y a une sorte de continuum entre l'écologie et l'islamo-gauchisme. Et moi, je ne peux pas me retrouver là-dedans. L'islamo-gauchisme, c'est quelque chose que je combats très énergiquement, et quand l'écologie a tendance à se dissoudre dans cette idéologie néfaste, moi, je décroche. Et c'est le piège dans lequel sont tombés énormément d'écologistes. Pas la gauche, l'extrême gauche. Alors je te propose, Éric,
de revenir sur un sujet un petit peu plus souple, un petit peu plus léger, qui est toujours dans cette fameuse boîte. Bien, suspense. Suspense que je vais attraper. C'est l'une de tes phrases. Ah. Et une de tes photos. Dans Libre, il y a libre, il y a vivre. Là, c'est la salle de cinéma chez moi, là. C'est un home cinéma, mais qui sert de bibliothèque d'appoint. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà ce qui me rend totalement heureux. Il manque juste les chats et le café, là. Ils sont peut-être dans un coin. Donc là, c'est le Nolo de la vraie vie. Oui, à vrai dire, oui. Le seul qui vaille. On t'imagine dans une grande maison de campagne. Ouais. C'est le cas? Non, mais ce sera le cas. Parce que, c'est un rêve, un projet? Ouais, voilà. Ça, c'est un vrai projet parce que je voudrais une arche de Noé. Là, je suis obligé de me limiter à 2 chats. Mais si je déménage à la campagne, il y aura 10 chats, 10 chiens, des tortues, des perroquets, des ânes, des chèvres, des poules. Ce sera l'arche de Noé parce que je ne suis jamais plus heureux qu'en compagnie des livres et des animaux. Voilà. Donc la combinaison des deux, c'est comme ça que je vois mon avenir. Okay. Tu es très, très attaché, tu nous as parlé de tes chats. La SPA aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça provoque en moi une immense colère. Je suis parrain d'une association qui s'occupe de recueillir les animaux et de les placer, l'association Vénus, qui est à Bordeaux. Et la maltraitance animale, la maltraitance proprement dite, les gens qui battent des animaux ou les gens qui les abandonnent, je préfère pas développer mes pensées parce que vous seriez obligé de couper. Tellement ça provoque des choses violentes en moi. Je trouve que c'est d'une lâcheté, mais insondable. Je voudrais qu'il y ait des peines beaucoup plus sévères pour ces gens, qu'on les retrouve vraiment en prison. Les peines sont aujourd'hui insuffisantes, voire inexistantes. C'est très insuffisant, c'est une rigolade. Moi, je ne suis pas un anti-spéciste, spéciste ou antispéciste, je ne suis pas dans ce débat-là. Simplement, l'animal a été défini, à mon avis, de manière très juste, comme un être sensible. Et ça suffit pour moi à trancher le débat. Un être sensible, on ne se comporte pas de n'importe quelle façon avec lui. Il mérite le respect, il mérite l'attention, l'amour, tout ce qu'on veut. Et ceux qui maltraitent les animaux et ceux qui les abandonnent, je m'arrête là parce que voilà, je ne préfère pas dire le fond de ma pensée, mais si jamais j'ai l'occasion d'une conversation entre 4 yeux avec un de ces salopards, lui, il connaîtra le fond de ma pensée. Ce que je te propose, c'est un petit clin d'œil, désormais. Quelque chose d'un petit peu plus léger, voire même drôle. Ah. Le fameux inspecteur Derrick. Oui. Moi, je suis un grand fan de l'inspecteur Derrick. C'est une série extrêmement lente. Jamais endormi devant? Non, jamais. Non. Je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable parce que c'est une vision du monde que j'aime beaucoup. C'est que, comment je pourrais définir ça? Il y a un accroc qui est fait à l'étoffe du monde et l'inspecteur Derrick arrive et va réparer cet accroc. Le monde va retrouver son aspect normal. Alors maintenant, on ne peut plus le suivre, hein, parce qu'on s'est aperçu que Horst Tappert, l'acteur principal, avait eu un passé durant l'Allemagne nazie très douteux, donc il a disparu quand même, complètement disparu des écrans. Mais quand Horst Tappert est mort, hein, comme ma passion pour l'inspecteur Derrick s'était connue, j'ai donné plein d'interviews au moment de la mort de... J'étais considéré comme le spécialiste mondial de Derrick, ce qui est un peu exagéré. Je ne pensais pas que sous couvert d'écologie, on parlerait de Derrick et de Horst Tappert, mais l'écologie mène à tout. Mais justement, parce que les séries, quelque part, la télévision, les plateformes, notamment aujourd'hui de streaming et de films à la demande, sont très énergivores. Qu'est-ce qu'il faut en penser d'après toi? Il ne faut pas non plus arrêter de vivre, parce qu'en fait, la seule solution pour obtenir un bilan carbone parfait, c'est qu'on arrête tous de vivre. Or, on va continuer à vivre. Donc il faut essayer de corriger les excès, mais il faut continuer à produire de l'art, évidemment pas dans n'importe quelles conditions, pas dans les conditions du passé, mais il faut continuer à produire. Peut-être en faisant différemment. En faisant différemment, vous voyez, mais quand les écolos essayent d'attirer l'attention sur leur cause en balançant de la soupe sur des tableaux, par exemple, de Van Gogh ou d'autres, ils essayent d'opposer l'écologie à l'art, à la culture, à la beauté. Je trouve ça très contre-productif. Et quand on dit, effectivement, il faut arrêter de tourner des films, ou alors il faut arrêter aussi d'imprimer des livres, fait avec du papier, le papier c'est les arbres, etc. Non, il faut être raisonnable, c'est pas tout ou rien. Est-ce que tu voudrais être Bono du groupe U2? Je déteste Bono. Tu détestes Bono? Je déteste Bono. Bono, c'est un escroc intellectuel, Bono. Bono, c'est un prêchi-prêcheur qui est tout le temps en train de faire des grandes déclarations humanistes, écolo, et quand vous voyez ses concerts, c'est un cirque impossible. Il est maqué avec les plus grandes boîtes qui sont les plus grands pollueurs de la planète. C'est un mondialiste milliardaire. C'est très marrant comme... voilà. C'est de l'hypocrisie totale. Moi, les concerts de U2, c'est insupportable.
Chaque morceau est interrompu par un prêchi-prêcha de Bono. C'est un escroc pour moi. On va rester sur l'écologie avec une autre grande personnalité que j'ai à te présenter, toujours bien cachée dans ma petite boîte. Ah. C'est Tintin. Tintin, c'est une de tes passions. Bah, quand on était gamin, moi quand j'étais gamin, à l'époque, il n'y avait pas énormément de choses à faire, hein, en réalité. Pour les gamins qui nous écoutent, ça paraît irréel, mais il n'y a pas d'ordinateur, pas de portable. Moi, j'ai dû commencer à regarder la télé, il y avait une chaîne en noir et blanc, etc. Donc, en effet, les BD, les plus connus, comme Astérix, comme Tintin, c'était la base de notre, j'allais dire de notre alimentation, mais de notre lecture. Donc, moi, on lisait et on relisait les Tintins. Et en effet, quand j'ai commencé le bouquin sur Sandrine Rousseau, le premier souvenir qui m'est revenu, c'est... Alors, c'est pas Tintin, on a marché sur la Lune, c'est Tintin et le Lotus Bleu, où il y a un fou qui s'appelle Didi, qui a été empoisonné, il est devenu fou, et sa marotte, c'est il se promène avec un sabre, et à chaque personne qu'il rencontre, il dit « je vais vous couper la tête, et ensuite vous allez trouver la voie ». Et pour moi, ça t'a fait penser à Sandrine Rousseau? Oui, Sandrine Rousseau, elle est pareille. Elle dit « je vais vous couper la tête ». Je restais poli, c'est pas ça qu'elle veut nous couper aux hommes. Enfin, voilà. Et ensuite, vous allez trouver la voie. C'est quelqu'un qui est dans une écologie punitive, qui dit d'abord, il faut que je vous flingue, et ensuite, vous allez recevoir la révélation écologique. Mais moi, j'ai une tendresse totale pour Tintin. Hergé, c'est un des plus grands génies. Pas de la bande dessinée, des génies littéraires du XXe siècle. Tu parles beaucoup de culture et je vois que tu fais aussi appel notamment à Hergé. Quand aujourd'hui on essaye de changer des mots, est-ce que c'est quelque chose qui te choque de supprimer des mots? La réécriture des livres du passé, c'est exactement ce que raconte George Orwell dans 1984. Dans 1984, c'est une société qui réécrit le passé d'après les critères du présent. C'est ce qu'on essaie de faire. Agatha Christie, ils sont en train de toiletter les choses. Roald Dahl aussi, ils essayent de changer quand il y a des termes jugés offensants. Mais tu vois ça d'un bon œil? D'un très mauvais œil. C'est totalitaire. C'est-à-dire qu'on essaye de changer le passé. Gommer l'histoire? Oui, on gomme l'histoire. Ce qui a été écrit à une époque reflète cette époque, reflète les préjugés de cette époque. C'est pas à nous de corriger. Si on veut corriger le présent, oui, pourquoi pas. Si on veut corriger l'avenir en disant ça, c'est plus possible de l'écrire, pourquoi pas, ça s'entend. Mais ne pas corriger le passé. C'est exactement ce que raconte Orwell dans 1984. C'est une tentation totalitaire qu'ont fait tous les totalitarismes. Le totalitarisme imaginaire de Orwell, le nazisme, le communisme soviétique ont tous essayé d'édulcorer les œuvres, de les censurer, de les réécrire. Voilà. Donc, malheureusement, le wokisme s'inscrit dans la droite ligne, de ce point de vue-là, du nazisme et du communisme soviétique. Ah, Saint-Étienne. Saint-Étienne. Oui, c'est une grande affaire de mon adolescence. Parce que quand j'étais ado, c'était une période terrible pour le foot français. On était nuls pour ce qui était de l'équipe nationale. On n'arrivait plus à se qualifier pour la Coupe du Monde. Et les clubs français étaient inexistants. Et tout d'un coup, miracle, Saint-Étienne commence à flamber. Ils arrivaient même une fois en demi-finale de la Ligue. Ça ne s'appelait pas la Ligue des Champions à l'époque, mais c'était l'équivalent. La Coupe d'Europe des clubs champions. Et une fois en finale. Et pour moi, c'était un émerveillement. Surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de foot à la télé. Maintenant, il y a du foot non-stop, mais il y avait un match de temps en temps. L'élimination de Saint-Étienne à Liverpool, ils avaient perdu 3-1, ils avaient gagné 1-0 à l'aller. Pour moi, j'ai pas dormi de la nuit, quoi. Après, c'était un deuil personnel, quoi. Saint-Étienne, c'était tout. Et puis en effet, il y avait une philosophie de Saint-Étienne. C'était les types qui mouillaient le maillot, ils perdaient au match aller, ils faisaient des remontées incroyables au match retour. Il y avait un côté épopée, et puis c'était Saint-Étienne, il y avait un côté prolo un peu. Tout le monde connaissait Saint-Étienne. Tout le monde connaissait Saint-Étienne. Tout le monde était supporter de Saint-Étienne. C'était incroyable. Maintenant, vous avez comme des tribus. Le Marseille des 93 ou le Paris Saint-Germain du 2023. Voilà, exactement. Là, alors que maintenant, il y a pas mal de tribus quand même. Voilà, on est supporter de telle équipe, pas de telle équipe. Là, c'était vraiment une équipe nationale, puis qui jouait un foot incroyable. Moi, j'ai revu il n'y a pas très longtemps Saint-Étienne-Dynamo Kiev, là, la fameuse remontée. Ils avaient perdu 2-0, ils avaient gagné 3-0. C'est un match extraordinaire, surtout pour l'époque où ils couraient, c'était une débauche d'énergie. Non, c'est le sommet du foot pour moi. Pour finir, est-ce que vous êtes un homme heureux aujourd'hui, Éric Nolot? Non, mais j'ai encore beaucoup de choses à écrire, par exemple. Merci beaucoup, Éric Nolot. Merci à vous, merci pour l'invitation. Votre livre, La faute à Rousseau, aux éditions Léo Cher,
à retrouver le 3 mai. Merci beaucoup.